Bienvenue à ma session La philosophie d'Unix en FileMaker. Je vais d'abord m'excuser pour ma voix qui est un peu plus bas que normal. C'est pas ma faute, c'est la faute de Martial. Parce que ma présentation dure un peu trop longtemps. Et alors, hier soir, j'ai demandé à Martial, tu peux pas me prêter quelques minutes Il m'a dit oui, mais ça a un prix. Alors à la fin, bref, je l'ai dû payer un verre de rhum par minute. Et j'ai quand même su sauver 5 minutes. Alors j'ai 5 minutes. Je m'appelle Joris Aerts. Nous sommes une équipe de développeurs basée à Anvers, Belgique, Platinum partenaire. Et ça, c'est notre équipe très enthousiaste, comme vous pouvez voir. De quoi s'agit-il? La philosophie d'Unix. Unix a été inventé ou fondé par Ken Thompson, ce monsieur-là, aux années 60. Et ça a eu un très grand succès. C'est devenu le logiciel le plus répandu au monde parce que il y a des logiciels comme Linux et Mac OS X qui sont directement basés sur Unix. Merci. OK. Et alors, il y a non seulement Linux, mais il y a aussi Android sur les tablettes, sur les téléphones, et iOS, qui sont directement dérivés d'Unix. Alors, c'est un logiciel très robuste parce qu'on ose même l'installer sur nos téléphones. Et quelle est la sauce magique d'Unix? Est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour notre développement FileMaker? Comment notre prochain projet FileMaker peut devenir si robuste que iOS, par exemple? OK, on va être ambitieux. Alors, ça a aussi fasciné ce monsieur-là, Eric Raymond, qui a écrit un livre là-dessus en 2003, The Art of Unix Programming, et il a noté une série de règles auxquelles correspondent apparemment les mécanismes Unix. OK? Ça m'a intéressé. Et alors, petite anecdote. Ah oui, c'est aussi l'inventeur de la principe KISS. Vous connaissez KISS? Keep it, keep it simple, stupid. C'est aussi Eric Raymond. Voilà, petite anecdote. Ça, c'est notre office à Anvers. Enfin, nous occupons un étage, le deuxième étage. C'est notre bureau. Et les règles Unix, alors, c'est une inspiration pour nous chaque jour. C'est contre le mur chez nous. Et alors, on se base là-dessus pour notre développement FileMaker. Comment? D'abord, la règle de modularité. Par exemple, écrire des éléments simples reliés par de bonnes interfaces. Comment on peut faire ça en FileMaker? Bien sûr, avec des scripts, avec des paramètres scripts. Vous pouvez documenter les paramètres scripts. Nous le faisons, vous voyez ça à droite, nous le faisons directement dans le nom du script. Nous mettons les paramètres entrants directement dans le nom du script, un peu comme en Visual Basic. Les fonctions Visual Basic, où vous voyez directement les paramètres rentrants. Autre moyen, c'est les fonctions personnalisées. Ça permet d'isoler en fait certaines fonctionnalités avec une interface très claire. Aussi, les plugins ont une interface très, très claire en fait. Okay? La règle de clarté, la clarté vaut mieux que l'ingéniosité. Exemple d'ingéniosité en FileMaker. Par exemple, ici, j'ai un boucle ingénieux. Pourquoi? Parce que dans une seule ligne de mon script, en fait, je fais trois choses à la fois. Vous voyez, il y a une fonction let dedans, une fonction définir, qui va initialiser un variable, qui va tout de suite soustracter 1, et puis en même temps aussi évaluer si mon compteur n'a pas déjà atteint 0. Et ça, j'utilise comme condition pour quitter mon boucle. C'est très ingénieux, mais pourquoi pas simplement écrire le script comme ça? C'est beaucoup plus clair et tout le monde comprend ce qui se passe. La clarté vaut mieux que l'ingéniosité. Autre exemple d'ingéniosité en FileMaker, partout où vous pouvez utiliser la fonction définir, vous pouvez alors initialiser des variables, aussi des variables globales. OK? Ça veut dire que dans la mise en forme conditionnelle, où vous avez accès à l'engin de calcul, vous pouvez initialiser des variables là-bas. Et je me souviens que j'ai dû déboguer une fois une application qui n'a pas été faite par nous. Et alors, il y avait un certain jeu de variables qui ne contenait pas les bonnes valeurs. Et j'ai cherché, mais pendant des heures, où la variable était initialisée. Je n'ai pas trouvé. Alors j'utilisais le script debugger et je scannais, je ne trouvais pas. Jusqu'à la fin, on a quand même trouvé, c'était un objet sur un modèle, un objet de 1 pixel de taille, caché derrière le logo de l'entreprise. Et sur cet objet-là, il y avait une mise en forme conditionnelle avec une fonction définir dedans et c'était là que les variables étaient initialisées. La clarté vaut mieux que l'ingéniosité. Autre exemple, oui, une autre application où un développeur a
eu l'idée d'utiliser des entrées automatiques de rubrique. Là aussi, il y a l'engin de calcul qui est accessible. Et là-dedans, il avait utilisé des variables $. Ça veut dire que cette entrée automatique ne fonctionne que dans le contexte d'un script qui est en cours. Oui. Alors, si les scripts ne tournent pas, l'entrée automatique ne fonctionne pas non plus. Alors, il a créé une dépendance entre les entrées automatiques et l'engin script. Je ne trouve pas une bonne idée, ça. Mais bon, il a fait pourquoi? À quelle raison? Parce que c'est plus vite. Apparemment, c'est plus vite d'utiliser entrée automatique que définir rubrique dans un script. Ça, c'était la raison. Très ingénieux, mais pas clair du tout. Puis le graphe de lien, je ne dois pas expliquer. Et l'exploitation de toute bizarrerie de FileMaker. C'est aussi très ingénieux, mais pas très clair parfois. OK. La règle de composition, concevoir des programmes qui peuvent être reliés à d'autres programmes. Je crois que ça c'est simple. Vous pouvez créer des scripts et des sous-scripts. Ne dupliquez pas de scripts. Ne faites pas copier-coller de morceaux de script. Essayez de centraliser la logique en sous-script et essayez alors d'utiliser des petits modules en FileMaker. Règle de composition. La règle de séparation, séparer les règles du fonctionnement, séparer les interfaces du mécanisme. Ça, c'est mon favori, en fait. En FileMaker, on peut séparer interfaces de données. C'est parfaitement faisable. En fait, chez nous, à ClickWorks, nous faisons ça pour chacun de nos projets, même les plus petits. Les seules fois qu'on n'a pas fait, on a regretté après. Chez nous, c'est méthode standard, on sépare interface données. On ne fait jamais de migration de données, on remplace l'interface par une nouvelle version. Alors, c'est parfaitement faisable en FileMaker, mais ce n'est pas le but de cette session, bien sûr. Autre exemple de séparation, rassemblement versus traitement présentation. La session de Tanguy sur les listes virtuelles, c'est un exemple idéal parce que là, vous séparez alors la logique pour remplir cette variable globale de la présentation de la liste virtuelle. Vous avez alors peut-être dans votre équipe un designer qui peut parfaitement faire le design de la liste virtuelle et un autre qui écrit les scripts pour le business logic pour remplir cette variable. Okay? Séparation de rassemblement versus traitement. Un autre exemple, c'est l'envoi par mail. S'il y a plusieurs endroits dans vos scripts, vous devez envoyer un mail. Vous pouvez bien sûr utiliser l'envoi mail directement dans les scripts, ou vous pouvez centraliser cette logique et alors déposer les mails à envoyer dans une table, et puis avoir une autre routine qui va bêtement scanner cette table et va simplement envoyer les mails. Okay? J'ai un exemple où on a dû créer une intégration avec un web shop, un magasin sur Internet. Alors, intégration entre FileMaker et un webshop. Et il y avait beaucoup de conditions différentes pour mettre à jour les articles sur le webshop, mettre à jour les prix, retirer des articles, ajouter de nouveaux articles. Alors, il y avait beaucoup de business logic là-dessus. Mais à la fin, il fallait toujours en fait faire une connexion ODBC pour mettre à jour ce webshop. Alors, nous avons séparé les deux mécanismes et nous avons créé un genre de table de gestion en fait. Alors, les différents scripts de business logic, ils allaient simplement déposer des instructions dans cette table de gestion. Ils n'allaient pas directement écrire dans le webshop, ils n'allaient pas utiliser directement la connexion ODBC. Comme ça, on a su centraliser toute interaction ODBC et il y avait une autre routine, une routine très bête, qui allait simplement scanner la table d'instructions et qui allait simplement exécuter ce qui était là. Alors j'ai là une colonne, source, FileMaker ou webshop, target, alors but est de FileMaker vers le webshop ou du webshop vers FileMaker. J'avais la table, article ou par exemple commande, la clé primaire, l'action à faire, update, mettre à jour ou créer ou supprimer. Et puis l'autre routine allait scanner ces tables, allait simplement exécuter les instructions et me rentrer un code d'erreur. Et ça a beaucoup aidé au débogage parce que quel genre de bug qu'on reçoit, c'est le client qui appelle « Ah, voilà, le prix de cet article-là n'est pas correct sur le webshop. Quel est le problème ?» Et en regardant dans cette table, on pouvait immédiatement voir que, ah oui, le script contenant le business logic a bien fonctionné. C'est un problème de connexion ODBC. Oui, simplement en faisant la séparation. OK, règle de séparation. Ça marche ce truc? Ah, voilà. La règle de simplicité, concevoir pour la simplicité, ajouter de la complexité seulement par obligation. Pourquoi nos applications FileMaker ressemblent si peu à Apple ou à Google?
parce qu'on a tendance d'ajouter des choses, parce que c'est si facile en FileMaker. Pourtant, on peut rester très sobre, très proche à l'idiome de FileMaker même. Ici, c'est un écran d'une application qu'on a fait juste avant le lancement de l'iPad en 2010. Et on a choisi de ne pas créer une barre de navigation ou une barre de boutons. Alors, on a utilisé tout simplement les barres de menu de FileMaker, les barres de menu personnalisées. Ouais, c'est un peu lent ici. Voilà. Alors même les libellés changent. Vous savez ça, si vous changez les titres des barres de menu personnalisées, les libellés des boutons changent. Alors on a profité de ça et on a donné accès à la liste des modèles. Alors les utilisateurs utilisent ça pour leur navigation. C'est pas très beau, c'est pas très joli, mais quand même c'est très efficace, surtout dans des applications vastes. Ça marche très bien. Et puis l'iPad a sorti et FileMaker Go a été lancé. Et un jour, le client nous appelle et il dit, tiens, mais votre application, c'est fantastique sur iPad, ça donne parfaitement, ça tourne fantastiquement sur iPad. Nous n'avons rien fait. Pourquoi? Parce que ça, la liste des modèles sur iPad, ça donne très 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 bien. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais si vous naviguez ça. Alors c'était comme nous avions écrit quelque chose de spécial pour l'iPad, mais ce n'était pas le cas, c'était simplement FileMaker. Alors en restant fidèle à l'idiome de FileMaker, on a su profiter des évolutions de FileMaker et FileMaker Go, et par extension WebDirect. La règle de transparence, concevoir pour la visibilité de façon à faciliter la revue et le déverminage. C'est débogage? Oui. OK. FileMaker nous impose très peu. Alors c'est à nous d'inventer des règles et d'inventer les conventions de nommage. Alors je vous recommande fortement d'avoir un système en place de conventions de nommage. Si ça vous intéresse, sur notre site web, il y a nos conventions. Alors c'est la connaissance condensée de 10 ans développement FileMaker. Vous pouvez les télécharger si vous voulez. Les commentaires dans les scripts et surtout les graphes de lien. Alors, ce que nous faisons, c'est nous utilisons des codes de 3 ou 4 caractères dans le graphe de lien pour la dénomination des tables, le plus court possible. Mais on utilise les mêmes codes aussi dans les noms des scripts, à droite, et dans les noms des modèles, c'est-à-dire les modèles internes, les modèles développeurs, pas les modèles qu'on présente aux utilisateurs. Et comme ça, chacun de nos développeurs, chaque membre de l'équipe, il peut parfaitement se sentir à l'aise dans le projet de son collègue, parce qu'on utilise tous les mêmes conventions, et c'est très clair. Autre exemple de transparence, bien sûr, vous pouvez envoyer un mail en utilisant simplement la seule ligne script, send mail, ou vous pouvez initialiser d'abord une série de variables et comme ça, rendre beaucoup plus clair ce qui se passe. Et si jamais vous devez changer l'adresse du serveur, vous changez simplement cette variable. Alors comme ça, on fait aussi la distinction entre initialisation des variables et exécution de l'action. Transparence. Oui, les commentaires de script, c'est essentiel en FileMaker. C'est essentiel. Il faut au moins documenter quand vous avez créé quelque chose et qui a créé quelque chose. Ça facilite déjà le débogage de savoir, ah oui, j'ai fait ça à cette époque-là et à cette époque-là, je croyais qu'il fallait faire comme ça. Ça aide déjà au débogage. Vous comprenez? Aussi, le contexte, c'est impératif de documenter au début de votre script le contexte que vous estimez à ce moment-là. Parce que FileMaker est procédurel. FileMaker n'est pas objet-orienté. Alors FileMaker opère toujours, le ScriptMaker opère toujours dans un certain contexte spécifique, c'est-à-dire la fenêtre active et le modèle actif. Okay? Alors, si vous estimez que vous êtes dans un certain contexte avec votre script, documentez-le, mettez-le au début du script. Comme ça, vos collègues savent aussi qu'ils ne peuvent pas tout simplement changer le contexte du script. Et puis, mettez une ligne où vous essayez de décrire le but de votre script en une seule phrase. Parfois, ça, c'est le plus dur. Avant de commencer à faire mon script, d'essayer de définir, de dire exactement ce que je veux faire en une ligne. C'est le début. Si vous arrivez à faire ça, votre script va être bien. Si vous ne pouvez pas, vous allez faire, vous allez chipoter en fait. Alors, ça aide aussi au débogage parce qu'au-dessus, je peux lire, ah tiens, il a voulu faire ça. Et puis dans le script, je vois, mais non, il ne fait pas du tout, il fait autre chose. Alors j'ai trouvé un bug dans la logique, pas un bug technique, mais un bug dans la logique. Et c'est parfois les bugs les plus durs à repérer. Alors simplement en utilisant la documentation, ça facilite au long terme à l'entretien et au débogage. La règle de robustesse, la robustesse est l'enfant de la transparence et de la simplicité.
Je ne vais pas trop aller en détail. Quelques choix préférentiels, c'est ne jamais utiliser des clés qui ont une significance pour les utilisateurs. Utilisez toujours des clés internes, des clés invisibles. Parce que si ça a une significance pour le client, ça peut changer. Je ne veux pas. Les clés, ça ne doit jamais changer. Voilà. Autre chose, validation des cas de rubrique, bien sûr. Utiliser les droits d'accès comme il le faut et ne pas sécuriser quelque chose simplement en masquant certains trucs. Utiliser la vraie sécurité. Validation des paramètres de script, validation des entrées utilisateurs. Le moment qu'un utilisateur met ses pattes sur le clavier, c'est parti. Il faut bien contrôler est-ce qu'il entre les bonnes valeurs. Ne jamais croire que l'utilisateur va mettre ce que vous estimez ce qu'il fait. Alors comment tester? Tester avec des valeurs non valides, tester avec des valeurs extrêmes, des valeurs négatives, des valeurs zéro, des valeurs null. Voilà. La règle de représentation inclut le savoir dans les données de manière à ce que l'algorithme puisse être bête et robuste. J'adore ça. Comment on peut faire ça en FileMaker? J'ai ici l'exemple. Allez. D'un script qui était devenu très compliqué. Il y avait toute une série de choix qui devaient être faits selon l'action choisie et selon le contexte. Alors l'action pouvait être par exemple envoi par mail, envoi par FTP, et puis le contexte pouvait être contact ou société, bedrijven. Je dois encore aller plus vite. Ok, je vais essayer. Alors on a remplacé, pour être bref, on a remplacé par une table de décision. Alors on a mis la logique dans les données, et comme ça dans cette table j'ai la même action, j'ai la rubrique à utiliser, j'ai le contexte, et voilà, maintenant mon script peut être très bête, très simple, il va simplement scanner la table de décision, et si jamais je veux ajouter encore un autre contexte ou une autre action, j'ajoute un enregistrement dans cette table-là. Ok? J'avance. Voilà. Autre exemple, c'est avoir une table avec des paramètres, ne pas utiliser des constantes partout dans les scripts, essayer de centraliser les constantes, soit dans une table, soit dans une série de variables, soit dans des fonctions personnalisées. Règle de dépannage, si le programme échoue, il faut le faire bruyamment et le plus tôt possible. Ici, vous voyez un script, heureusement, ce n'est pas un script de moi, c'est un script de mon frère, en 2005, où on était encore jeune et naïf, on faisait des scripts comme ça. On mettait toujours au début gestion erreur, oui. Ça veut dire à FileMaker, chut, tais-toi, dis rien. Quand il se passe quelque chose, surtout ne dis rien. Est-ce que c'est une bonne idée? En fait, moi, comme développeur, je veux être le premier à être averti s'il y a quelque chose dans mon script qui ne marche pas. Même si ça se passe chez le client, même si le client rencontre ce genre d'erreur, mieux qu'il rencontre cette erreur qu'il y a des enregistrements perdus dans la mauvaise table, dans une table que je n'expecte pas. Parce que, par exemple, le GoToRelated Record n'a pas fonctionné. Okay? FileMaker est procédurel, alors c'est très dangereux. Alors, je ne veux pas marcher comme ça avec mes scripts, je veux être averti le plus tôt possible. Ne faites jamais ça, faites plutôt ceci. Si vous savez que vous pouvez rencontrer une erreur, exécutez recherche. J'expecte d'avoir parfois des recherches qui ne donnent aucun résultat. Alors, je mets la gestion erreur oui, puis tout de suite après, je le mets sur non, et je vais vérifier si j'ai bien le résultat expecté. OK. Pour la conception d'interface, réaliser la chose la moins surprenante. En FileMaker, tout élément peut devenir un bouton. Alors, sur cet écran-là, à droite, est-ce que vous trouvez le bouton pour rentrer à l'écran principal? Moi, je ne trouvais pas. J'ai demandé aux utilisateurs comment je rentre. Et ils ont dit, vous cliquez sur l'oreille. C'était un bouton, c'était un élément de navigation, mais c'est surprenant, on n'expecte pas. Okay? Puis aussi, dans la rubrique, faites la distinction entre rubrique modifiable, rubrique lecture seule et des calculs. Prototyper avant de finir les mettre au point, avant d'optimiser, c'est un challenge en FileMaker. Faites des maquettes. On a eu la session de Max. Faites des maquettes d'abord. Faites un prototype, ne commencez pas tout de suite en FileMaker parce que c'est trop facile en FileMaker d'ajouter des trucs. Okay? Et on appelle ça gold plating. Faire trop. Vouloir plaire le client, ajouter encore des trucs pour lui plaire. Ne le faites pas. Règle d'extensibilité, concevoir pour le futur, car il arrivera plus vite que prévu. Restez fidèle à l'idée en FileMaker, c'est notre adagium. Utilisez des thèmes standards, parce que FileMaker met à jour ces thèmes. Parfois, il y a des bugs CSS, et FileMaker les corrige dans les futures versions. Alors, si vous utilisez des thèmes standards, vous profitez de ces corrections. Utilisation des plugins, point d'interrogation. Il y a toujours un danger, on crée des dépendances en utilisant des plugins. Combien de plugins y a-t-il qui sont encore 32
qui n'ont pas encore été convertis en 64 bits. Hein, le WordPress plugin, par exemple. OK? Petite solution devient grand, alors ne prenez jamais des raccourcis dans le développement. Essayez d'éviter les raccourcis. Quand un programme n'a rien d'étonnant à dire, il doit se taire. Oui, ça c'est clair, je crois. Vous pouvez masquer des objets, hein, s'ils ne doivent pas être visibles. La règle de diversité, voilà, je suis à la fin de ma présentation. Se méfier des affirmations d'une unique bonne solution. Alors, je déteste les gourous, ceux qui pensent qu'il y a une seule bonne solution pour résoudre les problèmes. Keep it simple. Stupid. Merci beaucoup.